L'université Harvard célèbre cette année son 300e anniversaire et en Franklin Delano Roosevelt, son 5e président des États-Unis. Mais nulle université, toute glorieuse que soit son histoire, ne peut se permettre de vivre dans le passé. Ainsi, résolument tourné vers demain, je vous présente aujourd'hui les débatteurs de l'université Wiley, Miss Samantha Book, Monsieur James Farmer Jr. Monsieur Farmer parlera le premier pour l'affirmative. Go ahead, man. Assertion. Dans le combat pour la justice, la désobéissance civile est moralement acceptable. Mais comment la désobéissance peut-elle être morale? Eh bien, ça dépend, je pense, de notre définition des mots. Du mot. En 1919, en Inde, 10 000 personnes se rassemblèrent à Amritsar pour protester contre la domination britannique. C'est commencé? C'est ton frère qui parle. Écoute. Le général Reginald Dyer cerna les manifestants dans une cour et ordonna à ses troupes de tirer sur la foule pendant 10 minutes. 379 personnes furent tuées. Hommes, femmes, enfants, abattus de sang-froid. Dyer dit qu'il leur avait donné une leçon morale. Gandhi et ses partisans répondirent non par la violence, mais en organisant une campagne de non-coopération. Les édifices gouvernementaux furent occupés. Les rues furent bloquées par des gens qui refusèrent de se lever, même battus par la police. Gandhi fut arrêté, mais les Britanniques furent bientôt forcés de le relâcher. Alors Gandhi appela cela une victoire morale. La définition de morale, la leçon de Dyer ou la victoire de Gandhi? Choisissez. De 1914 à 1918, à chaque minute que dura la guerre, à chaque minute, 4 hommes rendaient l'âme. Songez-y un instant. 240 intrépides et courageux jeunes hommes basculèrent dans l'éternité à chacune des heures de tous les jours et de toutes les nuits pendant 4 longues années. 35 000 heures. 8 241 000 victimes en 4 ans. 240. 240. 240. 240. 240. Ce fut un massacre, incomparablement plus grand que celui d'Amritsar. Est-ce qu'on peut y trouver quelque chose de moral? Non, rien. Sauf que cela empêcha l'Allemagne de mettre l'Europe sous sa botte. La désobéissance civile est immorale parce que non violente. Se battre pour sa patrie avec violence est profondément moral. Cela demande le plus grand sacrifice qui soit. Donner sa vie. La non-violence est le masque sous lequel la désobéissance civile cache son vrai visage. L'anarchie. Gandhi croit qu'il faut toujours témoigner amour et respect envers ses adversaires, même s'ils sont de l'équipe de Harvard. Gandhi croit aussi que ceux qui enfreignent la loi doivent assumer les conséquences des gestes qu'ils posent. Est-ce que c'est cela, l'anarchie? La désobéissance civile n'est pas une chose que l'on devrait craindre.
Car c'est après tout un concept américain, car en effet, Gandhi a trouvé son inspiration non dans des textes sacrés hindous, mais chez Henry David Thoreau, un diplômé de Harvard de 1837, qui a vécu au bord d'un étang près d'ici. This is crazy. Mon adversaire n'a pas entièrement tort. Thoreau est un diplômé de Harvard. Et, comme plusieurs d'entre nous, un peu suffisant. Il a dit un jour, « Tout homme isolé mais fort de son bon droit constitue une majorité à lui tout seul. » Thoreau, l'idéaliste, ne se doutait pas qu'Adolf Hitler serait d'accord avec ces mots. La beauté et le fardeau de la démocratie, c'est que aucune idée ne peut prévaloir sans l'appui de la majorité. Le peuple décide de la moralité des enjeux d'aujourd'hui, mais non un seul individu. Les majorités n'ont pas à décider de ce qui est bien ou mal. Votre conscience le fait. Alors pourquoi un citoyen devrait-il abandonner sa conscience au législateur? Et jamais, non, jamais nous ne devons capituler devant la tyrannie de la majorité. Nous ne pouvons décider à quelles lois nous devons obéir et lesquelles ignorer. Si c'était le cas, je ne m'arrêterais pas au feu rouge. Mon père fait partie de ces hommes qui s'interposent entre nous et le chaos. Il est policier. Je me rappelle le jour où son coéquipier, son meilleur ami, fut abattu dans l'exercice de ses fonctions. Plus que tout, je me rappelle l'expression que j'ai vue sur le visage de mon père. Il n'y a rien qui sape les fondements de la loi qui soit moral. Et peu importe le nom que parfois on lui donne. De pour Willy et de pour Howard University. Séance d'écoute. Qu'est-ce qu'il attend pour parler? Tais-toi. Nabil. Bombe clad. Au Texas, on lynche les Noirs. Mes équipiers et moi, nous avons vu un homme qu'on avait pendu par le cou et qu'on avait brûlé. Nous avons réussi à échapper à ceux qui l'avaient lynché, couché sur le plancher de la voiture. J'ai regardé mes camarades. J'ai vu la peur dans leurs yeux. Et pire, la honte. Quel crime ce noir avait-il commis pour mériter d'être pendu dans une sombre forêt noyée de brouillard? Était-ce un voleur? Ou un assassin? Ou simplement un noir? Était-ce un métayer? Un pasteur? Ses enfants l'attendaient-ils à la maison? Et nous, qui sommes-nous à rester là? À ne rien faire? Et peu importe ce qu'il avait fait, ce sont ceux qui l'avaient lynché qui étaient les criminels.
Mais la loi n'a rien fait. Elle nous a seulement laissé nous poser la question. Pourquoi? Mon adversaire a dit, il n'y a rien qui s'appelait fondement de la loi qui soit moral. Mais comment encore croire à la loi dans ce vieux sud ségrégationniste si on refuse aux Noirs le droit au logement et l'accès aux écoles, aux hôpitaux, et où en plus nous sommes lynchés? Saint Augustin a dit, à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. À une loi injuste, Ce qui veut dire que j'ai le nul n'est droit plus- et même le devoir de résister. Par la violence ou la désobéissance civile. Priez pour que je choisisse celle-ci. Dans le débat de ce soir, entre l'université Harvard et celle de Wiley, le gagnant est Wiley University. Wiley University qui va remporter cette victoire. l'université Wiley. L'université Wiley a gagné.